Donc, aujourd'hui, je vais vous parler brièvement de la plateforme de bioimagerie du réseau, mais je voulais commencer peut-être cette fois-ci par une petite introduction plus générale sur le rôle du cerveau dans la perception de douleur. Donc, peut-être pour les non-spécialistes, ça va vous donner des idées là, sur comment vous pourriez intégrer l'imagerie cérébrale à vos études. Donc, ça peut paraître évident, mais le cerveau est l'organe de la douleur. Parfois, on oublie là, à quel point c'est vrai, mais s'il n'y a pas de cerveau, il n'y a pas de douleur. Et c'est d'ailleurs la conclusion à laquelle est venu le docteur Guillotin lorsque le gouvernement de la République lui a demandé de développer une technique plus humaine et moderne d'exécuter les condamnés. En réfléchissant à la meilleure façon de faire, il a développé la guillotine qui permet de séparer la tête le plus rapidement du corps. Et selon sa célèbre formule, le condamné n'a même pas le temps de ressentir une sensation de fraîcheur dans la nuque. Donc, j'espère que vous allez m'excuser peut-être mon introduction avec un humour un peu douteux, mais le point que je voulais faire ici avec force, c'était que le cerveau est absolument nécessaire dans la perception de douleur. Il semblerait aussi que le cerveau, l'activité cérébrale puisse être suffisante pour percevoir de la douleur. Donc, c'est possible de percevoir de la douleur sans aucun input là, nociceptif en provenance du corps. Et c'est par exemple ce qu'on peut observer chez certains patients épileptiques qui ont des auras et des crises épileptiques douloureuses. Donc, c'est relativement rare, mais ça arrive, ça a été rapporté. Il semble que plus souvent qu'autrement, chez ces patients-là, le focus de la crise se trouve dans l'opercule pariétal. Donc, le cerveau est nécessaire et suffisant à l'expérience de douleur. Et bien sûr, ce serait fantastique si on pouvait bien comprendre comment le cerveau génère la douleur afin de potentiellement traiter la douleur. Donc, historiquement, une des plus vieilles techniques qui a été utilisée pour comprendre le rôle du cerveau dans l'expérience de douleur, c'est l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Donc, c'est une technique qui nous permet là, de mesurer l'oxygénation, le taux d'oxygénation dans le sang, qui est un indice indirect de l'activité neuronale sous-jacente. Et la véritable force de l'IRMF, c'est sa résolution spatiale. Donc, avec l'IRMF, on est capable d'aller voir l'activité cérébrale dans des centaines de milliers de petites parcelles du cerveau qu'on appelle des voxels et de poser la question, quelles sont les régions cérébrales qui sont activées par des stimulations douloureuses, par exemple. Donc, en suivant cette approche-là, on en est venu à ce concept-là de matrice de la douleur. Donc, la matrice de la douleur réfère simplement à un ensemble de régions cérébrales qu'on retrouve fréquemment activées par des stimulations douloureuses. Donc, ici, on peut voir ces régions-là, le cortex cingulaire antérieur, le thalamus, l'insula, l'opercule pariétal, le cortex somatosensoriel, etc. Plus récemment, on a commencé à retourner la question de bord et au lieu de se demander quelles sont les régions qui sont activées par des stimulations douloureuses, on a plutôt commencé à utiliser des techniques d'apprentissage machine pour identifier des patrons d'activité cérébrale qui prédisent l'expérience subjective de douleur. Et en faisant ça, on a trouvé certains patrons comme celui-là qu'on a appelé le Neural Pain Signature qui semble être très prédictif et assez spécifique à l'expérience de douleur. Mais il y en a d'autres. Et en fait, c'est quelque chose qu'on commence à découvrir, qui est un petit peu étonnant. Donc, ce n'est pas du tout le cas qu'il y a une relation 1 à 1 entre l'activité cérébrale et la douleur. Il n'y a pas juste un patron d'activité dans le cerveau qui est associé à la douleur. Il semble plutôt y avoir plusieurs façons d'encoder la douleur dans le cerveau. Donc, ici, c'était de la douleur en réponse à des stimulations douloureuses thermiques. Appliqué à la douleur chronique, on a découvert d'autres types de patrons. Donc, par exemple, ici, c'était une étude sur l'hyperalgésie mécanique chez des patients fibromyalgiques. Donc, quel est le patron d'activité qui prédit
cette hyperalgésie-là chez les patients fibromyalgiques. Et ici, on a trouvé un patron d'activité qui semble comprendre de façon plus importante le cortex préfrontal médial. Donc, ça, c'est une façon de l'appliquer à la douleur chronique. Mais en général, là, ce que je vous ai présenté jusqu'à présent, ce sont des études qui regardent la réponse du cerveau à des stimulations douloureuses. Donc, pour la douleur évoquée, ça fonctionne plutôt bien. Pour la douleur chronique, c'est un petit peu plus complexe, puis c'est parce qu'il y a plusieurs façons dont le cerveau peut être lié à la douleur chronique. Donc, ici, je vous présente trois grandes façons là, que le cerveau peut être lié à la douleur chronique. Donc, tout d'abord, il y a l'activité cérébrale peut suivre les fluctuations spontanées dans la douleur. Donc, c'est ce qu'on voit ici en haut. Mais aussi, il peut aussi y avoir des changements structurels et fonctionnels qui suivent le développement de la douleur chronique. Donc, ici, c'est ce qu'on voit en mauve, donc un état de douleur chronique qui se développe plus ou moins graduellement après le début de la douleur chronique. Et finalement, il y a certaines particularités cérébrales qui pourraient être des prédispositions à développer la douleur chronique. Donc, dans ce cas-là, ce genre de caractéristiques cérébrales-là, on les trouverait avant le développement, la chronicisation de la douleur et elles devraient rester relativement stables dans le temps. Donc, c'est ce qu'on voit ici en bleu. Donc, pour mesurer ces différentes facettes-là de la douleur chronique, on peut utiliser plusieurs techniques d'imagerie cérébrale. Donc, tout d'abord, il y a la connectivité fonctionnelle au repos, en anglais Resting State Functional Connectivity. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on va tout simplement corréler le signal BOLD, donc l'oxygénation du sang, dans différentes régions cérébrales, puis on peut regarder ces patrons-là de connectivité en lien avec la douleur. On peut aussi regarder la matière grise, donc il y a plusieurs techniques pour examiner ça. Voxel-based morphology, on peut regarder l'épaisseur corticale, le volume des structures sous-corticales, etc. On peut aussi regarder la matière blanche, donc là encore, il y a plusieurs techniques. MRI de diffusion qui nous permet de faire, entre autres, de la tractographie, le transfert de magnétisation, etc. Il y a aussi d'autres techniques qui ne sont pas liées à l'imagerie par résonance magnétique. Il y a entre autres la tomographie par émission de positrons qui nous permet de voir la disponibilité de certains récepteurs synaptiques. On peut faire ça aussi non seulement dans le cerveau, mais on peut faire de l'imagerie cérébrale au niveau spinal. Il y a la spectroscopie, le EEG, la magnétoencéphalographie aussi. Donc, il y a toute une série de techniques qu'on peut utiliser pour examiner les liens entre le cerveau et la douleur chronique. À titre d'exemple, j'ai brièvement mentionné cet article-là d'un des membres du réseau, Étienne Vachon-Presso, lorsqu'il faisait son postdoc avec Vanya Abkarian. Donc, dans cette étude-là, il a constaté que la connectivité structurelle et fonctionnelle du cortex préfrontal médian avec les structures sous-corticales. Donc, ce sont les régions qu'on peut voir ici en vert. Donc, la connectivité structurelle et fonctionnelle au sein de ce réseau-là prédisait la transition de douleur aiguë à chronique. Donc, il semblerait que ce soit des caractéristiques cérébrales qui prédisent, qui sont une prédisposition à la douleur chronique. Il a aussi pu observer que des plus petits volumes de l'amygdale et de l'hippocampe prédisaient aussi la transition de la douleur aiguë à la douleur chronique. Donc, ce sont comme des résultats très encourageants. Mais bien sûr, le problème ici, puis sur la base de la conversation qu'on a eue avec Marie, je pense que c'est un problème un petit peu généralisé. Donc, ce ne sont pas des résultats malheureusement qu'on observe systématiquement à travers toutes les études d'imagerie cérébrale sur la douleur chronique. Donc, on arrive à répliquer de temps en temps, mais ce n'est pas systématique. Donc, ça, c'est un défi, cette réplicabilité-là, puis de la capacité à généraliser ces résultats-là à d'autres populations, d'autres types de douleurs chroniques. Donc, pour conclure, je voulais brièvement présenter la plateforme puis les membres du réseau qui font de l'imagerie. Donc, les co-directeurs sont moi et Pierre Rainville. Puis, on a plusieurs membres
là, qui font de l'imagerie. Étienne Vachon-Presso, Pascal Tétrault, Philippe Jackson, Michel-Pierre Coll, Maryse qui vient juste de présenter, Mathieu Piché, Maxime Descoteaux. Puis chacun de ces membres-là ont des expertises différentes. Notre rôle dans la plateforme, c'est de jouer les entremetteurs. Donc, si vous avez des besoins en imagerie ou des idées ou que vous voulez en discuter, ben, vous pouvez nous contacter, puis on va essayer de trouver la bonne ressource pour vous. Et puis, finalement, une autre ressource qu'on vient récemment d'avoir au sein du réseau, c'est l'aide de Jenny Chen, qui est une analyste de données d'imagerie. Donc, avec Jenny, ça va nous permettre de mettre de l'huile dans l'engrenage pour toutes les collaborations possibles. Donc, c'est une professionnelle de recherche qui a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine et puis elle peut aider à plusieurs étapes d'un projet d'imagerie par résonance magnétique. Donc, le pilotage, le contrôle de qualité, l'analyse des données, etc. Donc, voilà, je voulais vous remercier pour votre attention, puis je suis prêt à prendre vos questions.